Aujourd'hui, nous allons recevoir avec grand plaisir Domitille Legrand, qui est ostéopathe pour danseurs, qui est spécialisée pour les danseurs. Elle est aussi professeure de danse classique dans la Art School Center à Annecy Ballet Junior et elle a été danseuse à Anotai Dance Company, Annecy Ballet Junior. Et Domitille, pour ton mémoire de fin d'études en ostéopathie, en fait, tu as écrit tes mémoires sur la santé des danseurs où tu as fait un travail de recherche pendant plus de 2 ans. Donc, en fait, on peut dire là que tu es vraiment une experte dans le domaine de la santé physique pour les danseurs. C'est vraiment le J'ai thème. encore plein de choses à apprendre, mais oui. Oui, mais Après toujours. 2 ans de travail, je pense que voilà, après, c'est toujours une histoire aussi d'actualisation. Alors, moi, c'est un travail que j'ai fait assez récemment. Donc, c'est des études que moi, je vais vous parler qui sont Oui. très récentes, qui sont du domaine médical et international et mondial. Mais ça sera toujours aussi très intéressant de continuer à voir aussi ce qui sort. Moi, après, c'est mon métier, donc je fais en sorte d'être au courant finalement des derniers articles, des dernières revues qui sortent sur la danse, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Puis étant professeur de danse et ancienne danseuse, forcément, il y a quelque chose qui, voilà, me touche personnellement. Mais c'est aussi bien pour moi de sensibiliser du coup les danseurs et les autres professeurs et ceux qui s'y intéressent en règle générale pour aussi comprendre le contexte qui est la danse. Qui est la danse dans le milieu de la médecine, mais aussi la médecine dans le milieu de la danse. C'est aussi, enfin, ça va dans les deux sens Ça va de finalement. pair. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la posture et les chaînes musculaires, les Oui, pathologies et la prévention. oui, exact. D'accord. Donc, est-ce que tu souhaites commencer ou est-ce que tu as une Oui. introduction particulière? Est-ce que je partage déjà l'écran? Non, non, tu peux lancer le Allez, diapo. je partage mon écran. Donc, comme d'habitude, vous le savez, j'ai à chaque fois un petit bug lors du partage. Juste un petit peu de patience. On va voir ça. Est-ce que c'est bon, Domitille, tu vois mon écran? Oui, Eh oui, bien, oui, moi c'est parfait. bon. Apparemment, j'ai pas de bug. C'est C'est super, on magnifique. y va. Je te laisse le son, je te laisse la main. Ok, et ben du coup on peut passer à la diapo de d'après. Donc moi je suis ostéopathe diplômée du coup de l'école Isostéo Lyon, qui est une grosse école parmi les écoles françaises. J'ai aussi fait une spécialisation en périnatalité et pédiatrie, donc ça n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est parfois intéressant aussi de le dire pour justement toutes ces danseuses qui veulent avoir des enfants, qui vont accoucher, qui font des projets aussi de grossesse, et notamment aussi les enfants qui se lancent dans la danse et qui, du coup, les premiers cours en pleine croissance, etc., on commence à avoir des petits bobos parce qu'on grandit, etc. Du coup, c'était pour moi aussi important voilà, de faire cette spécialisation en plus, du coup, du sport et du coup, de ma force en tant que professeure et ancienne danseuse. Donc, comme tu l'as dit, Virginia, moi, c'est un travail de recherche qui a été notamment une recherche socio- et anthropologique plus que médicale scientifique à proprement parler. Donc, j'ai étudié en fait la place de la santé de l'ostéopathie chez les danseurs sur une population de danseurs qui est très spécifique, qui est les danseurs pré-professionnels en formation de diplôme d'État, donc dans les centres agréés par le ministère. Pourquoi cette population plus qu'une autre? Alors pour moi, c'est d'un point de vue purement médical de ce côté-là, c'est qu'en fait c'est des danseurs qui vont faire leur carrière comme les danseurs professionnels lambda, on va dire, hein. Ils vont avoir besoin de leur corps finalement pendant toute une carrière, voire même plus grande que la carrière habituelle d'un danseur professionnel, car ils vont donner des cours souvent bien plus tard dans la vie qu'un danseur. Et c'est surtout parce que c'est des danseurs qui, après 3 ans de formation, ils sont responsables d'enfants. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Le fait d'être responsable d'enfants, ça veut dire aussi qu'ils ne se blessent pas, qu'on connaisse le développement de l'enfant, que malgré les cours de pédagogie qu'on peut avoir, je les ai suivis. J'ai suivi du coup pendant 2 ans toute une cinquantaine de danseurs, il me semble, dans un centre de formation. Donc j'ai assisté à tous ces cours-là. Je sais de quoi on parle et je sais aussi de quoi est fait le contenu du coup de la pédagogie en dernière année. Euh,
c'est pour moi très important, au-delà de savoir à quel âge on fait telle chose, à quel âge on fait un chat 4, à quel âge on fait un tilt, à quel âge machin. C'est savoir pourquoi, en fait, on a décidé que c'est à cet âge-là et pas avant. Et moi, dans mon travail de recherche, ça a été très long dans le sens où j'ai dû vraiment tout étudier, toutes les phases, et tous les cycles finalement d'apprentissage, pour vraiment identifier si ce qu'on disait en tant que professeur de danse, ça coïncide exactement à ce que nous, en médecine, on discute et on évalue au niveau du développement locomoteur de l'enfant que les médecins font tout le temps, en fait. Donc, le développement locomoteur de l'enfant et psychomoteur, c'est vraiment, en fait, les différentes étapes que chaque enfant, nous, même enfants, on a fait, hein. C'est savoir se retourner quand on est encore tout bébé, savoir faire du quatre pattes, savoir ramper, savoir marcher, savoir faire la marche en étoile. Donc, ça veut dire savoir avancer, reculer, aller sur les côtés, etc., savoir courir, savoir faire du cloche-pied. Tout ça, en fait, c'est des étapes qui, en médecine, ont été beaucoup étudiées et qui du coup nous permettent de savoir un peu et de situer aussi les enfants s'ils ont un bon développement et dans quel sens ils se développent. Donc ça, c'était du coup mon gros travail qui a abouti sur un gros mémoire d'une 60aine de pages quand même, qui pour l'instant n'est pas publié au niveau de la recherche médicale car ça demande énormément en fait de demandes, de certificats, de tout plein de choses. Il faut que je le réécrive entièrement pour correspondre aux normes internationales, etc. Donc ça, vous pourrez pas le trouver sur Internet, hein, mais si jamais ça vous intéresse, moi, il n'y a pas de souci. C'est un travail qui est protégé dans tous les cas. Donc si vous voulez, je pourrais le partager avec ceux qui suivent la conférence avec grand plaisir. On peut passer du coup à la diapo suivante. On va commencer tout bêtement à essayer de comprendre en fait le contexte de la danse au niveau de la santé, mais aussi de la médecine au niveau de la danse. Donc, c'est pour moi quelque chose qui va dans les deux sens. C'est quelle place a la santé chez les danseurs, mais aussi dans la santé et le monde médical, quelle place on fait aux danseurs finalement, hein, parce que il existe énormément d'articles sur le sport. J'en ai lu un certain nombre, pas tous, parce que sinon il y a toute une vie. Mais c'est voilà, comprendre en fait si les médecins comment ils s'y intéressent et nous les danseurs comment en fait on évalue et comment on laisse la médecine rentrer dans ce cercle un peu fermé, hein. On va pas se mentir, ça a été quelque chose de très tabou. Je me suis battue pendant plusieurs mois, hein, pour parler de santé, etc., etc. Donc, je sais de quoi je parle à partir de là. Le premier article que je vous propose, donc c'est Santé et danse. C'est un article français qui a été fait avec le CCN d'Angers, des danseurs de l'Opéra de Paris, du Ballet Malandin et aussi l'école de Rosella Hightower à Cannes. C'est un article très intéressant qui a été fait aussi au niveau de l'INSEP. Donc, c'est de la recherche purement, on va dire, de fait. Genre, ils ont vraiment étudié comment les danseurs de cette population-là, danseurs, travaillaient, comment ils considéraient la kiné, l'ostéopathie, la médecine, voilà, comment l'image du corps, etc. Et pour moi, donc ça date de 2016, hein, donc c'est quand même assez récent en France. Malheureusement, les articles français commencent tout juste à sortir. Et pour moi, la principale conclusion, il est très intéressant à lire pour comprendre en tant que danseur, mais c'est aussi qu'ils ont vraiment mis en valeur le côté qu'il y avait très peu en fait de notions d'entraînement. Le mot entraînement n'existe pas à la danse et que la préparation physique générale et mentale est quasi inexistante, ce qui était assez impressionnant comme conclusion vu les danseurs qu'ils ont pu étudier. Qu'il y a très peu d'informations et de formation, notamment au niveau de la santé et de la prévention, et que finalement, c'est un peu que du bouche à oreille. Et encore en 2016, malheureusement, les danseurs avouaient un peu que c'était une faiblesse d'aller consulter. Donc moi, ça m'a un peu interrogée, parce que bon, 2016, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais dit qu'en France, on commençait déjà à avancer, mais finalement pas tant. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, en tout cas. Surtout que la préparation physique, on va y revenir, hein, mais la préparation physique, elle commence avant tout par l'échauffement avant cours. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que le cours de danse, il est fait pour échauffer la danse.
Mais le cours de danse n'est pas fait pour échauffer le corps, puis la danse, puis la grande technique, puis la chorégraphie. Vraiment l'échauffement du corps, le réveil du corps, notamment, je pense à tous ces danseurs qui dansent dès 10 heures le matin, 9 heures le matin. On ne se réveille pas et on va pas danser. Ça, c'est juste plus possible. Hein, ça, on oublie. C'est vraiment quelque chose, il faut penser qu'avant son cours, il faut prendre du temps pour réveiller ses fibres musculaires, réveiller son système neurologique, se réveiller soi aussi, hein, parce que des fois, on se réveille le matin, on est un peu pressé. Essayer de conscientiser le bout des doigts, les orteils, etc. Ça prend pas longtemps, ça prend 20, 30 minutes. C'est des petits exercices, c'est même pas des exercices d'échauffement, c'est vraiment plutôt mentalement à se préparer à commencer un petit peu à bouger sans faire des pliés, sans faire des sauts, sans faire des abdos. Ça, on a tout le temps pendant le cours de faire ça. Mais voilà, c'est comment se réveiller pour que finalement, dès l'exercice préparatoire ou dès les pliés à la barre, le corps soit prêt, et vraiment prêt. Et c'est pas les pliés qui doivent échauffer le corps. Sur le deuxième petit point là du coup de mon diapo, c'est les travaux de Sylvie Fortin. Alors elle est très connue notamment en fait au Canada. C'est un médecin qui a beaucoup étudié en fait avec les danseurs. Elle a étudié notamment les danseurs contemporains. Alors, il faut savoir que le Canada est beaucoup plus en avance que nous en France, hein, mais elle aussi, malheureusement, conclut sur des choses assez importantes, qui font réfléchir en tout cas, parce que elle conclut quand même que 70% des blessures de ces danseurs qu'elle a pu étudier, les causes sont le surmenage, qu'on peut facilement effacer, l'exigence chorégraphique. Alors, l'exigence chorégraphique, c'est quelque chose de très tabou, hein, encore, parce qu'on est dans le milieu du contemporain, donc forcément, il y a le côté exploration qu'on n'a pas trop dans d'autres danses, mais enfin, en tout cas, qui est plus présent dans le contemporain que dans les autres. Donc, il y a ça je ne m'avancerai pas sur ça parce qu'il y a d'autres choses à parler, donc on va pas perdre trop de temps sur ça. Les autres causes sont la tolérance à la douleur. Ça, on le sait tous, les danseurs ont une grande tolérance à la douleur. Donc, souvent, quand ils viennent consulter, c'est des douleurs très aiguës. Sauf que la douleur très aiguë, avant la douleur très aiguë qui est là-haut, et ben avant, il y a eu plein de petits signes, des petites douleurs, des blocages, etc. Et en fait, on aurait pu commencer à consulter ici et pas attendre le niveau là-haut de la douleur. Voilà. Et puis, ça, c'est l'ignorance des premiers signes. Et ainsi, la dernière cause, c'est notamment l'environnement de travail. Mais ça, on va en reparler sur la préparation physique, l'entraînement et comment on s'alimente, comment on se repose, etc., etc. Alors, comme je disais, au Canada, ils sont un peu plus en avance que nous. Malheureusement, eux aussi, ça a été pas une fierté, on va dire, parce qu'il faut pas être fier de ça, mais j'ai été très surprise que finalement, elles concluent un peu la même chose que moi sur mes travaux de recherche, c'est que la minimisation de la santé, des blessures et de la douleur est très fréquente et que finalement, il y a très peu d'honnêteté vis-à-vis de ça. Et souvent, c'est une remise en question de la santé qui est complètement empirique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que les danseurs, ils fonctionnent, donc en fait, tant qu'ils peuvent danser, ils ne vont pas consulter. Et ça, combien parmi les danseurs qu'on connaît, les professeurs, les anciens danseurs, combien finalement ont arrêté de danser ou ont diminué ou carrément arrêté la danse tout court par dégoût parce qu'ils pouvaient plus ou parce que le corps ne souvait. Et que finalement, c'est que après qu'ils se sont posé la question. Alors, je vais pas vous mentir, j'en fais partie aussi, hein, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est assez important et finalement très commun chez les danseurs et dans ce milieu, c'est que la remise en question est parfois trop tard en fait, alors que finalement il y a plein d'outils pour que justement on n'ait pas atteint cette grosse blessure qui nous empêche de danser. Et c'est trop dommage d'arrêter sa carrière à 25, 30 ans alors qu'on aurait pu faire 10, 15 ans de plus. Alors, c'est pour le troisième article que je vous ai mis. Donc ça, c'est des articles que vous pouvez trouver sur Internet, hein, qui sont en libre service normalement. Sinon, pareil, si ça vous intéresse, j'ai des articles, je les ai tous en PDF, donc vous pourrez pas hésiter à envoyer un mail, je vous les transférerai avec grand plaisir. Du coup, le troisième article, là, Injury in Professional Ballet Dancer,
ça a été un article très important pour connaître le contexte finalement de la blessure chez les danseurs, car il conclut sur 1,42 d'incidence par danseur. Ça veut dire quoi, 1,42 d'incidence? Ça veut dire que un danseur va se blesser 1 fois 42 par an pour 1000 heures d'entraînement. Donc, ça veut dire que tous les danseurs se blessent au moins 1 fois, voire 1 fois et demie du coup. Et vu que c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui se blessent peut-être un peu moins, mais d'autres qui se blessent beaucoup plus. Mais en règle générale, ils ont conclu, ils ont étudié énormément de danseurs, je me souviens plus trop du chiffre, hein, mais en règle générale, voilà, en fait, tous les danseurs se blessent dans l'année. Et ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut plus faire. On doit être responsable aussi de nos corps en tant que professionnels. On est indépendant, on y reviendra, mais on parle aussi de la danse dans le milieu tabou et très précaire hein, vis-à-vis de la santé. C'est quelque chose qui est très important de se dire, c'est que oui, ça coûte cher la santé. En France, c'est inévitable et quand on est indépendant, on s'en rend compte beaucoup plus facilement que quand on est salarié. Ça coûte cher, soit, mais si ça nous coûte notre carrière et le seul moyen de revenu qu'on peut avoir et la seule chose qui nous fait nous lever le matin, je pense que ça coûte beaucoup plus cher que finalement de consulter fréquemment. Après, c'est mon avis personnel, mais vous pourrez bien sûr tester. Après, je ne vous souhaite pas de vous blesser, évidemment, parce que ça, après, c'est un peu les catastrophes. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez important à retenir en fait au niveau du contexte. Et sur une deuxième conclusion, donc cette même étude, pour un danseur, toujours pareil, pour un danseur en une année, en 1000 heures de formation, enfin de danse, c'est 76% de risque de blessure, ce qui est juste énorme. Comparé à des danseurs ou non, comparé à des sportifs, voilà, d'un autre sport qui sont aussi eux en formation, les risques de blessure sont moins de 50%. Donc nous, on est vraiment sur une catégorie de formation de personnes qui utilisent leur corps hein, tous les jours pour aller travailler, qui est vraiment beaucoup plus important que le reste de la population d'un même âge, mais d'un autre sport. Donc ça, faut être bien conscient que la danse, oui, ça blesse. Alors, mais il y a des solutions pour y remédier, mais ça blesse quand même. Donc voilà, faut être conscient que dès le départ, en fait, faut vraiment mettre en place justement des stratégies pour éviter tout ça. Et surtout avoir la plus longue carrière, parce que ça, c'est le plus important finalement. Je vous souhaitais aussi parler du rapport du coup médical de l'Opéra de Paris qui a été publié en 2019. Donc c'est un rapport qui a été publié entre médecins. Vous pouvez le trouver sur YouTube et ça c'est vraiment génial. Le kiné et le préparateur physique de l'Opéra de Paris expliquent ça très très bien. Donc en fait l'équipe médicale de l'Opéra de Paris a été mise en place en 2015 à l'arrivée de Benjamin Millepied. Avant il n'y avait pas d'équipe attitrée. Et à partir de 2015, ils ont fait une étude entre la saison de 2015 et la saison de 2018, avec, entre les deux saisons, le même nombre de danseurs à peu près. Mais la seule chose qu'ils ont changé, alors ils étaient présents, évidemment, mais ça, voilà. Mais c'est qu'ils ont vraiment instauré un espèce de programme d'entraînement très spécifique à tous les danseurs qui sont venus les voir. Ils ont instauré de la kiné assez régulièrement parce qu'on est vite sujet aux tendinites, des choses comme ça. À chaque fois qu'on sur les sites, c'est un peu malheureusement les choses qui deviennent naturelles. Et aussi la prévention par un renforcement musculaire qui était vraiment très spécifique à chaque danseur qui sont venus consulter. C'était pas un renforcement pour la compagnie, c'était danseur par danseur. Et ils ont réussi quand même alors à faire baisser. Donc en 2015, il y avait 310 lésions dans l'année, dans la saison, pour 142 danseurs quand même. Hein, donc ça veut dire 2 lésions par danseur. Et alors qu'en 2015, ils sont arrivés à faire que les lésions se dénombraient qu'à 220. Donc ils ont quand même réussi à faire baisser ça juste, entre guillemets juste, hein, par l'entraînement, la préparation physique, la kiné, l'ostéo et la prévention du renforcement musculaire. Et ça, ça va permettre de vous expliquer aussi la suite et pourquoi j'ai choisi aussi de vous parler des chaînes musculaires et de tout ce qu'on va parler après. La dernière étude, alors je vais passer très très vite. C'est une étude qui est très récente, hein, mais qui a été
qui a été faite par une équipe en Chine, il me semble. En fait, ça reprend toutes les grosses études qui sont sorties depuis quelques années sur le pied, la cheville et le membre inférieur. Donc, ça permet de voir suivant les spécialités parce qu'ils ont vraiment découpé entre la danse classique, le contemporain, le jazz, s'il y a l'utilisation des pointes ou pas, etc. Donc, si ça vous intéresse, voilà, de prendre cette étude pour pouvoir la lire. Pareil, il me semble qu'elle est en libre service, celle-là aussi. Ça permet de se rendre compte finalement un peu de ce qui est possible de faire, de ce qui a été étudié, de quelles conclusions ont été faites, et puis du coup de quelles solutions ils ont pu proposer justement pour le pied et la cheville, et puis en règle générale le membre inférieur, parce que faut pas l'oublier. On va reparler vraiment de chiffres là maintenant. Le pied, c'est 19% des blessures. La cheville, c'est 20% des blessures. Alors, il faut vraiment distinguer le pied et la cheville. La cheville, c'est vraiment l'angle, hein, le coup de pied, etc. La cheville, tout le monde connaît la cheville. Et le pied, ça va être vraiment les métas, les orteils, etc. Donc là, il y a 19% ici et 20% juste sur l'articulation même de la cheville. 11% sur la loge postérieure de la jambe, donc le mollet, donc les déchirures de mollet, les tendinites, des choses comme ça. 11% sur le genou, 12% pour la hanche, 11% pour les lombaires et après 9% sur la cuisse. Alors, on voit bien que finalement, le pied et la cheville restent une grosse lésion, enfin, on prend part des grosses lésions. Mais que bon, finalement, le mollet, le genou, la cuisse, la hanche, les lombaires, ont le même pourcentage, mais 10%, c'est quand même beaucoup. Parce que si on fait une blessure à un genou, on va faire une blessure après reçue à la hanche et ainsi de suite, et ça remonte. Car le membre inférieur, on va en parler, là, c'est les histoires de posture, justement, c'est que le membre inférieur adapte énormément et forcément, s'il adapte, s'il y a un bobo quelque part, ça remonte. On va pouvoir du coup passer à la diapo suivante. Donc, les postures et les chaînes musculaires. Deux choses. La posture, c'est ce que vous êtes à proprement parler, que ça soit en dynamique ou en statique. Donc, en statique, c'est aussi bien debout que assis, que allongé. Et les chaînes musculaires, c'est finalement comment vos muscles ils s'organisent autour de liens, de tendons, de fascia, de ligaments qui font que certains muscles fonctionnent toujours avec un autre. Et ça, vous allez voir donc que les chaînes musculaires, ça part du petit orteil, certaines, ou du gros, ça dépend, du petit orteil, et ça peut remonter en fait jusqu'à la tête. Et c'est là où on peut voir finalement que la chaîne musculaire, s'il y a un désordre à un endroit, ça explique que finalement, si on suit le chemin de la chaîne, on peut avoir mal à un autre endroit. On va pouvoir passer du coup à quelques exemples. Ça, c'est un schéma très général. On va en détailler quelques-unes des chaînes musculaires pour que vous ayez une petite idée de comment vous êtes dans votre posture, comment vous vous sentez aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être un peu plus sur un schéma de gauche, un peu au milieu ou un peu plus de droite. C'est à vous d'évaluer, ça ne veut rien dire, ce n'est pas un diagnostic médical. Ça permet juste de prendre conscience de finalement comment on se tient et comment on peut améliorer ça. Et pourquoi on se tient comme ça et comment on peut travailler, dans quel sens aussi on peut faire du renforcement musculaire. Alors, on peut passer du coup à la première chaîne, juste après. C'est les chaînes AP et PA. Alors, AP, ça veut dire antéro-postérieur. Donc, c'est les muscles qui vont de l'avant vers l'arrière. Et la chaîne AP, et la chaîne AP, c'est ça. Et la chaîne PA, pardon, dans l'autre sens. C'est de postéro vers l'antérieur. Là, vous voyez, donc c'est les deux premières chaînes on va regarder. C'est des chaînes qui sont notamment liées pour la gravité et l'antigravité. Ce qu'on appelle, c'est la chaîne qui plombe un peu vers le bas et la chaîne qui érige un peu vers le haut. Donc, c'est des deux chaînes, elles fonctionnent toujours plus ou moins ensemble. Elles ont une fonction très dynamique. Elles sont dans la fonction très adaptative. Elles sont dans la réactivité et elles sont surtout omniprésentes chez tout le monde, tout le temps. Mais la première perturbation de ces chaînes-là, que ce soit l'une ou l'autre, ça se répercute au niveau de la respiration et des fonctions posturales à proprement parler. Qu'est-ce que la fonction posturale? La fonction posturale, c'est
comment je mets mon corps dans l'espace et comment j'empile finalement mes petits volumes, donc le membre inférieur, mon bassin, mes épaules au-dessus du bassin, ma tête. Et comment, en fait, ces volumes-là, ces 3 volumes, ils s'organisent par rapport à la gravité. On va d'abord étudier donc la chaîne PA, c'est celle qui est sur votre gauche. C'est la chaîne qui vraiment irrige vers le haut. C'est la chaîne on appelle antigravité. C'est des muscles très profonds. Elle est liée en fait au niveau du système neurologique et proprioceptif. Donc ça, c'est des systèmes pareils qui sont très profonds, qui sont liés finalement aux muscles profonds qu'on appelle souvent les muscles de la posture. Elle tire vers le haut et souvent on peut analyser ça au niveau psycho-émotionnel en fait au niveau de ces chaînes-là, et on va dire souvent c'est une personne qui est très dirigée et qui s'exprime souvent vers l'élévation, toujours très en haut. En fait, elle va avoir toujours le cou très droit et vraiment la cage thoracique vraiment voilà un peu tirée vers l'arrière et vraiment poussée vers le haut. Malheureusement, comme chaque chaîne, s'il y en a trop, ça peut aussi créer des déséquilibres. Donc là, sur les déséquilibres de cette chaîne-là, malheureusement, le fait de vouloir toujours tirer comme ça vers le haut, ça va complètement effacer les courbures de la colonne vertébrale. Ça va amener une espèce de rectitude, une rigueur, et au niveau psycho-émotionnel, on appelle ça aussi, ça peut se transformer en intransigeance. On pourra en revenir après. Donc voilà, faut savoir que du coup, la colonne, elle fait voilà, des courbes. J'ai un magnifique... Attendez, bougez pas. Hop. Voilà, ma petite colonne. Donc votre colonne vertébrale fait des courbes comme ça, vue de profil. Hein. Bon, elle est un peu tordue celle-là, malheureusement. Et en fait, le fait de ces muscles-là profonds, qui sont notamment là au niveau des vertèbres derrière, c'est que la colonne va vraiment venir se rigidifier toute droite. Or, les courbures, elles ont vraiment un rôle. Le rôle, c'est vraiment d'absorber les chocs. Donc ça fait partie des côtés néfastes quand cette chaîne-là posturale est très importante. Et malheureusement, c'est une chaîne qui est beaucoup présente chez les danseurs classiques, qui cherchent toujours l'élévation, voilà, toujours par le haut, là, le petit sommet du crâne, le menton, hop. Et en fait, le fait d'avoir cette colonne-là bien droite, et ben en fait, quand il y a un choc, et ben elle a plus la capacité de se déformer. Alors que quand elle est courbée, l'ongle de choc, en fait, il va vraiment suivre et les vertèbres, elles vont vraiment être flexibles parce que vous avez vos disques là, entre chaque vertèbre, et ils vont pouvoir, en fait, la courbure va permettre de s'appuyer sur ces disques-là et trouver une élasticité. Ce qui est complètement, en fait, impossible quand c'est vraiment tout rigide. Ah bah, j'en ai perdu mes cervicales. Qui est tout rigide, voilà, et qui, vraiment, quand c'est tout droit, ça peut plus parce qu'en fait, quand c'est tout droit, vous avez des petites articulations ici. Et en fait, quand vous êtes vraiment érigé vers le haut, la colonne est beaucoup plus posée sur l'arrière. Et vous voyez ici, là, vos épineuses derrière, vous devez connaître, c'est ce que vous sentez hein, quand vous palpez le dos. Elles sont vraiment bloquées. Quand il y a plus de courbure, elles sont vraiment bloquées. Elles sont vraiment en contact entre elles. Et du coup, elles peuvent plus bouger, elles peuvent plus absorber le choc. Donc ça, c'était la petite histoire de la colonne. Hop. Je récupérerai mes cervicales plus tard, malheureusement. Et donc ça, au niveau psycho-émotionnel, on peut faire une analyse, comme je vous disais. Donc c'est souvent, on dit que c'est un sujet qui est prêt à faire quelque chose, qui est toujours dans le présent, très intuitif. C'est aussi quelque chose de très idéaliste. Alors du coup, la chaîne PA, je vous ai pas dit, vous voyez à droite, vous avez les 3 petites bonnes femmes là. Et la chaîne PA, c'est le numéro 2. Voilà, vous voyez que le schéma, il est vraiment tout droit. On va pouvoir passer à la chaîne d'à côté, la chaîne AP. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est celle qui est un peu tasse, on va dire. Alors, elle tasse pas vraiment. Hein. Donc, elle ne peut pas être déformée à l'infini, mais voilà, c'est celle qui plutôt s'adapte et finalement augmente et permet à la colonne et aux courbures de s'adapter. Donc, c'est plutôt on appelle ça l'impulsion. En psycho-émotionnel, c'est plutôt le starter de l'énergie. Ça exprime aussi le jaillissement, l'élan et l'alternance, vraiment entre le côté
j'ancre un peu ce que je fais, ce que je veux faire, et après j'y vais. Et c'est vraiment ce côté-là, cette chaîne permet un peu le rebond finalement. Ça exprime aussi les transitions et elle est très importante pour ça parce que vous allez voir, il y a d'autres chaînes et naturellement, en fait, toutes ces chaînes-là musculaires, elles sont présentes chez vous, c'est des muscles que vous avez, tout le monde a ces muscles-là. C'est juste qu'on a des préférences finalement entre l'une ou l'autre. Malheureusement, justement, cette chaîne, on a parlé du trop de la chaîne PA, le trop de la chaîne AP, c'est vraiment l'inverse. Elle accentue les courbures et du coup, ça fait vraiment le dos derrière, il peut paraître très voûté. Vous avez une très grande lordose lombaire. Vous avez souvent un peu la tête cassée. Euh, et, et c'est un peu la position en fait de l'adolescent. Hein. C'est la position 1, un peu les bras qui tombent et puis un peu avachi quoi. C'est euh, et pour conclure sur ces chaînes-là, j'espère que je suis très claire en tout cas. Quand vous fonctionnez donc avec les deux et que vous êtes équilibré en psycho-émotionnel, on appelle ça les motifs impulsifs. C'est les chaînes de l'équilibre. Ça rythme vraiment fondamentalement comment vous êtes, comment vous respirez notamment, et comment en fait vous avancez aussi tous les jours, et comment vous vous adaptez aussi entre le assis et le debout. Voilà. Alors, pour l'instant ça va? Oui, il me semble. Nous allons pouvoir passer du coup à une autre chaîne. Alors j'en ai choisi 4 hein, au total, des chaînes musculaires. Pour moi, c'est les plus importantes, on va dire. C'est celles qui sont le plus faciles à comprendre. Cette chaîne-là, c'est la chaîne AM. Donc c'est tous des acronymes, je suis désolée, mais c'est la chaîne linguale. En fait, c'est la chaîne qui relie la symphyse du menton, le sternum et la symphyse au niveau du bassin. C'est la première chaîne de vie, celle-là. C'est la chaîne de la position fœtale avec vraiment la syphose primaire du bébé. Vraiment le bébé qui est dans les bras de sa maman, il est vraiment tout le temps enroulé sur lui-même. Et c'est cette chaîne-là qui est mise en jeu parce que c'est la première chaîne qui se met en jeu dans la vie d'un enfant et d'un nourrisson. Car, comme je vous l'ai dit, c'est la chaîne linguale. Ce qui veut dire que la chaîne linguale, en fait, elle prend en fait tous les muscles ici, là, de la mastication. Elle descend. Elle prend tous les muscles à l'avant du cou, le pectoral. Et en fait, elle va vraiment venir chercher le grand droit aussi des abdominaux. Donc, comme quand on fait les abdominaux, hein, quand le grand droit se contracte, on est vraiment sur une courbure, voilà, sur une syphose où on s'enroule. La position fœtale qui aussi fait du bien. Hein. Donc, au niveau psycho-émotionnel, cette chaîne, elle est plutôt du côté de l'art. C'est la capacité à ressentir. C'est quelque chose, en fait, de quelque chose de très primitif, hein, parce que, comme je vous ai dit, c'est la première à être mise en place. Souvent, c'est porté sur le bon sens, mais en ayant les pieds sur terre. Malheureusement, bah, comme toutes les chaînes, hein, quand il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Alors, le trop, on va dire, parce que, comme je dis, c'est compliqué d'avoir qu'une chaîne plus que l'autre, hein, mais on en a parlé hier avec notre posturopathe, mais voilà, c'est votre préférence finalement à vous rentrer dans un schéma postural plus qu'un autre. Quand c'est négatif, on parle plutôt de possessivité, de sensibilité qui est vraiment ingérable, un espèce de bouchon. Et en fait, le fait de s'enrouler comme ça, en fait, on va vraiment venir appuyer sur l'abdomen. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent avoir régulièrement des troubles au niveau digestif. Dès qu'il y a un peu de stress, des choses qui leur plaisent pas trop, il y a des maux de ventre, des choses comme ça va vraiment venir appuyer sur les questions de l'abdomen. Donc voilà pour cette petite chaîne donc de la première mise en place. On va voir du coup son opposé entre guillemets, la chaîne PM, donc c'est la postéromédiane. Elle porte bien son nom, hein, c'est celle qui du coup est complètement à l'arrière, vraiment au centre, hein, vraiment à l'opposé de la chaîne AM. C'est la chaîne plutôt faciale. Elle comprend vraiment tous les muscles du plan moyen au plan superficiel du rachis, le trapèze, le petit rond qui est vraiment derrière entre l'omoplate et la colonne. Et elle descend comme ça, donc elle équilibre vraiment la chaîne antérieure, hein, parce qu'elle s'oppose vraiment entre les deux hein, quand vous êtes de profil. Il faut savoir que cette chaîne-là, ça a été la chaîne notamment étudiée par la méthode Mézières en kiné, donc c'est la chaîne à savoir. En tout cas, c'est la chaîne à essayer de comprendre si
si on a des difficultés à ce niveau-là, des douleurs de dos, etc. Donc, dans l'analyse, c'est souvent une chaîne qui est dynamique, ce qui revient à la méthode Mézières. Hein. C'est une chaîne qui a besoin de bouger, c'est une chaîne qui est dans le mouvement. Contrairement aux autres chaînes, c'est une chaîne qui contient des muscles qui ne servent que à se mouvoir. C'est pas une chaîne qui fonctionne quand on est en statique, forcément. Elle est vraiment là pour le côté dynamique. Elle aide du coup la chaîne PA qu'on a vue tout à l'heure. Dans l'analyse psycho-émotionnelle, c'est plutôt la soif de connaître, de savoir-faire, se propulse un peu vers l'avant, car effectivement, souvent, les personnes qui se tiennent très en avant de profil comme ça, et ben en fait, on se rend pas compte, mais les chaînes derrière du dos, souvent, ils sont très contractés pour tenir cette personne justement sur ses pieds, hein, parce que sinon, pouf, elle tomberait vers l'avant. Mais du coup, c'est une chaîne voilà qui est très dynamique, qui renforce et qui maintient vraiment, qui va chercher à se déplacer, qui permet vraiment de ne jamais s'arrêter. En fait, hein, c'est une chaîne qui a besoin d'être en mouvement, d'où les douleurs de dos. On en reparlera, mais les douleurs de dos, elles sont souvent, quand vous allez voir un kiné, ça utilise la méthode Mézières et maintenant plein d'autres méthodes. Mais souvent, c'est des méthodes, on vous fait pas, alors on fait du massage s'il y a besoin, évidemment, j'en fais aussi. Mais souvent, on donne des exercices d'étirement, de renforcement, des choses comme ça, parce que c'est une chaîne qui a besoin de ça. Et quand elle est équilibrée, bah, elle équilibre les autres. Donc finalement, c'est un peu la chaîne porte d'entrée pour mieux se sentir au niveau de la posture. On finit juste très rapidement, du coup, sur ces côtés un petit peu négatifs. Alors, c'est purement psycho-émotionnel sur les côtés négatifs. Il y a un peu de somatique dans le sens où c'est une chaîne qui est facilement sujette aux contractures, aux choses un peu des tensions musculaires. Hein. On a tous un peu les trapèzes, souvent qui sont un peu tendus, des choses comme ça. Mais plutôt psychosomatique, c'est plutôt dans l'insatisfaction. C'est quelqu'un on va le décrire comme un peu en manque de concentration, les choix vont être assez difficiles, une grande rigueur, et puis ça analyse beaucoup. Voilà, c'est souvent quelqu'un qui analyse, à en perdre un peu la tête. Voilà. Donc on a fini sur les chaînes. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les chaînes musculaires, ou en tout cas on pourra y revenir plus tard. Alors, on va passer du coup au conseil. Moi, j'ai une petite citation que j'aime bien. C'est une petite question finalement. C'est est-ce que les sportifs sont-ils soumis au paradoxe de devoir user leur corps sans trop l'user? Et ça, c'est vraiment la question qu'on se pose en médecine, parce que le sport et la danse demandent de l'entraînement. Ça demande des choses, ça demande une adaptation au corps qui est constante tout le temps, tout au long de la carrière. Ça demande des forces différentes, ça demande de la souplesse, etc. Mais finalement, est-ce que ça, même sans douleur, est-ce que ça, c'est physiologique? Et si ça ne l'est pas, est-ce que ça use le corps? Et ça, c'est vraiment la grande question un peu socio-anthropologique et médicale qu'on peut se poser et qu'on n'a pas de réponse. Hein. Je n'ai pas la réponse, les médecins n'auront pas la réponse. Mais voilà, c'est une petite question que j'aime bien garder en tête. Donc là, on va parler plutôt du coup donc de qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a vu un peu les blessures, une fois qu'on a vu l'importance, le contexte de la danse, une fois qu'on a vu un peu les chaînes musculaires qui nous permettent voilà comme je vous ai dit, de voir dans quelle zone on pourrait se situer et comment aussi on peut s'y adapter. J'ai noté donc c'est la référence aux 8 critères de longévité. Alors, les 8 critères de longévité, c'est dormir 8 heures, c'est ne pas fumer, ne pas boire, ne pas grignoter, avoir un poids correct. Je vais en oublier forcément. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Hein, c'est vraiment l'alimentation, évidemment. Voilà, c'est l'hydratation, j'ai oublié forcément. C'est donner une idée. En fait, ces critères-là, ils ont été étudiés en 83 et en fait, cette étude, elle a montré que si on ne respecte pas ces 8 critères-là, qui paraissent assez simples finalement à respecter, hein, et ben on a une augmentation du taux de mortalité carrément. Donc voilà, on va dire que on ne peut plus fermer les yeux sur le fait que l'alimentation, dormir 8 heures, etc., c'est important.
On va parler donc de la préparation physique. Donc, c'est la préparation physique en PP. PPG, c'est la préparation physique générale. Et la PM, c'est la préparation physique mentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour m'entraîner? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Et en fait, la PPG, ça passe tout simplement par s'étirer, faire de la musculation et du renforcement musculaire qui est adapté à son corps et qui correspond aussi à ses besoins surtout. C'est se masser, c'est utiliser le chaud, le froid, faire de la proprioception avec les gros ballons. C'est une hygiène de vie, donc comme les critères de longévité. C'est la préparation mentale, donc c'est ce que je vous disais, c'est des fois aussi avant le cours, au lieu de s'échauffer le corps, on échauffe aussi l'esprit dans le sens où on prend conscience qu'on va danser, qu'on va utiliser son corps, qu'on va faire un effort, qu'il va falloir récupérer et comment aussi on s'organise au niveau de ça, comment mentalement on gère aussi toutes ces phases de répétition, résidence, tournée, spectacle, formation, reformation, respectacle et ainsi de suite. Ça passe aussi par quels objectifs on se donne. Alors, on oublie les objectifs qui sont inatteignables, s'il vous plaît, parce que au niveau mental, l'objectif, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réalisé à ce jour, mais qui peut être réalisé. Et il faut pas que ça soit irréalisable, parce que quand c'est irréalisable, et ben malheureusement, le mental en prend un gros coup. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que finalement, on peut chacun se mettre des petits objectifs et vraiment monter par palier avant de essayer de taper sur un objectif très très haut. Et évidemment, la PPG, c'est aussi le suivi médical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi de s'entraîner? Il faut que l'entraînement, il faut que le programme d'entraînement, la récupération et tout ce qu'on va parler après, il faut que ça soit adapté à chacun. Celui qui copie la copine, on arrête. On fait ce qu'on a besoin de faire et si vous ne savez pas ce que vous avez besoin, vous demandez à des préparateurs physiques, à des kinés, à des ostéos, à des médecins. Il faut absolument que ce soit très spécifique. Il faut connaître ses faiblesses musculaires et articulaires pour justement avoir une musculation qui vous corresponde et qui n'engendre pas plus de désordre et de déséquilibre finalement que si vous ne faisiez rien. Il faut connaître aussi ses fibres musculaires. Donc, on en a parlé hier. Qu'est-ce que ça veut dire connaître sa fibre musculaire? Alors, en fait, quand on est, c'est tout simple. Quand on est, il y a plusieurs types de fibres dans ces muscles. Dans chacun de nos muscles, on a plein de fibres qui est type A, type B, type C, etc. Et en fait, quand on est dans l'enfance, suivant les sports qu'on fait, comment on se développe, qu'est-ce qu'on va... Oui, quel sport, comment on grandit aussi, dans quelle famille, avec quel environnement familial et quel rythme de vie. Et ben en fait, la génétique va faire en sorte de développer soit la type 1, soit la type 2 de fibres, qui ont des propriétés différentes. Et en fait, vous allez après analyser, vous pouvez analyser du coup au fur et à mesure quel type de fibre votre corps finalement a plus créé que l'autre. Et ça dépend du coup de la danse. Ça dépend de ce que vous faites aussi à côté, en dehors de la danse. Ça dépend de vos activités en règle générale, mais aussi de vos activités quand vous étiez enfant. Et ça, c'est très important de le savoir parce que vous avez des types de fibres qui sont plus dans la force, qui sont vraiment dans le concentrique, donc ça va rapprocher les muscles. Et d'autres, c'est vraiment très simplifié évidemment, mais d'autres qui sont plutôt dans l'allongement, qui travaillent plutôt, dans l'allongement, la souplesse, etc. Et savoir qu'on est dans l'un ou l'autre, ça permet en fait de ne pas faire de bêtises, dans le sens où si vous êtes plus dans le premier et que vous avez plutôt des fibres qui ont l'habitude de se raccourcir, d'être dans la force, de maintenir par le raccourcissement, si à chaque fois vous tirez dessus, à chaque fois on fait des micro-lésions et après on doit cicatriser et après on est des sujets à faire des élongations, des ruptures, etc. Alors que, à l'inverse, si vous êtes dans le type plutôt allongement, mais que tout d'un coup vous prenez des haltères et que vous forcez les bras, les jambes ou je ne sais quoi, et ben votre muscle il n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Donc les fibres elles vont pas savoir. Et pareil, ça crée des micro-lésions. Et les micro-lésions, la première micro-lésion reste quand même la courbature qui reste plus de 3 jours.
Et ça, je pense que tous les danseurs ont réussi à avoir une courbature qui durait plus de 3 jours. Les 3 jours sont plutôt quelque chose d'assez physiologique. C'est le temps d'adaptation de la fibre, le temps de régénération. Par contre, au-delà de 3 jours, souvent, c'est qu'on a vraiment un peu trop forcé, quoi. Ça commence à être dans un déséquilibre et ça, c'est très mauvais de continuer à faire ce déséquilibre, car musculairement parlant, alors vous avez une régénérescence des cellules, ça c'est évident, sauf que on a un petit stock quand même, et à un moment donné, les cellules ne se renouvellent pas comme ça à l'infini, indéfiniment, malheureusement. Donc en fait, plus vous faites des micro-lésions, plus à un moment donné, le muscle va plus savoir se réparer. Et finalement, si on peut regarder dans une IRM ou une échographie, le muscle il va être vraiment présent de plein de petits traits, petites lésions. Il va pas être homogène en fait. Il sera vraiment pas harmonieux. Et ça va montrer que finalement il y a eu des traumatismes en fait. Et le but c'est vraiment d'éviter ça. Donc la préparation physique, c'est vraiment ça, hein. Le fait de connaître sa chaîne musculaire, sa posture, son type de muscle, de fibres de muscle, etc. Ça permet vraiment ça. C'est le principe même de la prévention quand on attaque vraiment du coup la préparation physique. Mais la préparation physique, elle passe aussi par savoir se reposer, le sommeil et connaître ses cycles et son rythme. La récupération en médecine du sport, on dit au niveau de l'alimentation notamment, c'est une petite collation dans la demi-heure qui suit l'effort. Alors, je sais que c'est parfois compliqué. Moi-même l'avoir fait en tant que formation, souvent on enchaîne les cours et puis la demi-heure après l'effort, finalement, on est déjà rentré dans un autre cours. Je sais que c'est parfois pas tout le temps possible de le mettre en place, mais il faut en avoir conscience. C'est aussi s'hydrater, c'est un verre d'eau toutes les 20 minutes pendant 1 heure et demie. Et ça permet vraiment de régénérer la réserve hydrique. Et vraiment, l'idéal, moi, ce que je conseille, c'est de se faire un smoothie parce que ça va vraiment prendre du coup tous les besoins. Alors, vous essayez le lait, amandes, etc. Vous avez des oléagineuses, donc il y a des amandes, vous pouvez mettre des bananes, vous pouvez mettre une petite cuillère de sucre parce qu'on a quand même besoin de sucre. Vous remplissez ça à moitié d'eau et ça vous fait les apports nutritionnels et énergétiques et en même temps, vous avez l'hydratation. Et c'est vachement plus simple, plus rapide aussi d'avaler ça entre 2 cours. Au niveau des repas, alors je sais que Virginia, tu as fait justement sur la nutrition. Moi, sur les repas vraiment typiques de la médecine, en tout cas en médecine du sport, hein, on parle d'un repas après effort dans l'heure ou les 2 heures qui suivent maximum. Il faut absolument des glucides pour la réserve énergétique. Il faut absolument des protéines pour la cicatrisation et le renouvellement cellulaire et des antioxydants pour vraiment lutter contre les radicaux libres. Donc, c'est ce qu'on a, les antioxydants, vous pouvez les trouver dans les fruits, les légumes, les acides gras essentiels, etc. Mais Virginia vous a tout expliqué, donc je laisserai, je vous laisserai revoir la conférence au besoin si vous n'avez pas eu le temps de la suivre. Au niveau du repos, alors je vous ai sorti, moi je me suis sorti mon gros bouquin de médecine de santé du sport, parce qu'on va parler du repos, mais surtout en fait de qu'est-ce qu'il y a quand ça en manque. Et vraiment, les conséquences du manque de repos, ça va être assez important au niveau physiologique. Vous avez une altération de la capacité cardiovasculaire, donc le cœur et les poumons. Vous avez une altération de la ventilation, mais c'est vraiment le principe même de pouvoir respirer et comment on respire dans sa cage thoracique. Vous avez aussi notamment une altération des hormones et de la vigilance. Les hormones, faut le savoir, elles dirigent vraiment tous les systèmes du corps. Vous fonctionnez par les hormones. Les hormones permettent de transmettre un message du cerveau à un autre organe, etc. Donc, ça circule constamment. Et en fait, quand vous déréglez ce cycle-là, c'est très compliqué finalement d'y revenir. Et la vigilance, c'est vraiment l'attention, tout ce qui touche à la concentration et d'autres choses. Donc, je vais vous parler notamment, je vais un petit peu du surmenage et du syndrome finalement de surentraînement. Au niveau médical, on parle de beaucoup de manifestations au niveau du surentraînement à proprement parler. On parle de diminution de l'appétit et perte de poids ou modification du poids en règle générale. On a des troubles du sommeil.
On a des troubles de l'humeur, irritabilité, angoisse, fatigue générale. Vous avez une perte de motivation, vous n'avez plus envie d'aller à l'entraînement, vous n'avez plus envie d'aller danser, vous en avez marre, ça arrive plus à vous mettre le sourire quand on se lève le matin. Vous n'arrivez plus, du coup, à, comme je vous disais, la vigilance et la concentration. Malheureusement, suivant les sujets, vous avez aussi une tendance dépressive qui peut se mettre en place. Et vous avez une appréciation un peu déformée du coup des événements au niveau psychologique. C'est que quelque chose qui est ouf d'habitude, bah là c'est un peu moins ouf quoi. C'est un peu atténué, un peu bizarre quoi. Il y a un truc ça vous aurait pas plu avant, bah là ça vous arrivez à laisser passer. Voilà, c'est un peu ça qui se déforme hein, au niveau de l'émotion et de quelle émotion est engendrée par rapport à un événement. Sur les grosses manifestations, moi qui me paraissent très importantes, c'est la manifestation neurovégétative, donc qui correspond au système nerveux autonome. C'est un système qui régit les fonctions du corps. C'est un système c'est lui qui va diriger la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, d'autres choses, qui est en lien du coup avec le système endocrinien qui est donc le système des hormones. Sur ces manifestations-là, donc on est vraiment sur une altération du coup de la fréquence cardiaque, sur une altération de la pression artérielle, la perte d'appétit, la perte de poids, le trouble du sommeil, ça on l'a déjà dit, et l'augmentation du métabolisme de base. Qu'est-ce que ça veut dire le métabolisme de base? C'est-à-dire que normalement le corps doit fonctionner avec un certain niveau de kilocalories. Et le métabolisme de base, quand il est altéré, quand il est augmenté, finalement, ce niveau de calories qu'on a besoin, eh ben, il va soit augmenter, soit diminuer. Là, dans la surentraînement, souvent, il augmente. Et le fait d'augmenter, en fait, vous allez dérégler complètement le système digestif, le système de réserve. Et ça, après, c'est pareil, c'est comme le système hormonal, c'est très compliqué de les remettre en place parce que vous pouvez avoir des troubles fonctionnels du système digestif qui peuvent être très longs et très compliqués aussi à gérer en tant que patient et même en tant que médecin, car des fois, on n'a pas toutes les solutions, malheureusement. Hein. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Sur les systèmes vraiment, du coup, de la manifestation hormonale, faut savoir que le système hormonal, du coup, comme je vous ai dit, il utilise, il régit tous les gros systèmes hein, et tous les organes du corps, presque à proprement parler. Mais vous allez avoir surtout un dérèglement au niveau du rein et de la surrénale. Donc, c'est la petite glande qui est posée au-dessus de vos reins. Et cette glande-là, en fait, notamment, elle fabrique le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le cortisol est aussi l'hormone de l'inflammation et de l'immunité. Donc, ça veut dire que dès que vous êtes en surentraînement et que malheureusement, vous surchargez voilà, ce système-là endocrinien, qu'il est fatigué, qu'il n'arrive plus, vous respectez pas les rythmes, et ben en fait, votre corps, par défense, il va créer une hormone du stress. Donc, pendant un temps, vous êtes bien, vous êtes à fond, vous avez l'impression que vous allez toujours avoir de l'énergie, sauf que vous êtes en train vraiment de fatiguer une glande qui ne doit pas fonctionner tout le temps. Et vous fatiguez, en fait, après tous les systèmes de régulation, car cette glande-là régule les glandes qui sont hypophysaires et hypothalamus dans le cerveau, etc. Et en fait, après, c'est un peu sans fin, quoi. C'est le stress engendre d'autres choses, l'inflammation. Puis après, qui dit l'inflammation, c'est que vous êtes sujet aux tendinites, aux synovites, etc. Enfin, et après, on s'en sort plus. Donc vraiment, le syndrome du surentraînement qui va vraiment être très important, c'est vraiment éviter ça parce que c'est vraiment des symptômes au niveau médical qui sont présents, qui ont été étudiés. Et c'est pas juste moi, je suis un peu fatiguée et on verra demain. Parce que malheureusement, la fatigue chronique comme ça peut mettre des mois à revenir, ça peut mettre vraiment des mois à se rétablir. Vous pouvez avoir vraiment du temps pour retrouver finalement votre forme et vos capacités en fait physiques et mentales. Sur le sommeil c'est quelque chose donc je vous ai dit très important, ça fait partie de la récupération. Le sommeil, en fait, en idéal, c'est 8 heures de sommeil du coup par nuit, avec au maximum 2 à 3 heures après le dernier effort. Ça permet en fait au cœur et au système de régulation musculaire de se poser et de vraiment rentrer dans cette phase de repos et d'adaptation. Alors, je sais que c'est aussi parfois compliqué. Hein. J'ai fini, moi, les entraînements à 22 heures, donc c'est compliqué d'attendre encore 2 heures de plus pour aller se coucher. Mais voilà, c'est si possible, finalement, si on peut attendre
allez, au moins 2 heures après vraiment être sorti du studio ou du spectacle, parce que de toute façon, on doit toujours ranger nos loges, on doit toujours prendre sa douche, manger, etc. Et bien finalement, c'est bien parce que le corps, il permet vraiment de se reposer. Le système cardiaque va vraiment se calmer et vous allez vraiment rentrer sur une phase du coup de respiration et cardiaque qui va vraiment être récupératrice car votre système cardiaque et respiratoire permet aussi du coup donc au sang de circuler. Donc si le sang il circule correctement avec une pression artérielle qui est redescendue, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment éliminer, le corps aussi a le temps d'éliminer, de récupérer les toxines et de pouvoir après les digérer et les éliminer complètement. Et ça c'est vraiment important parce que sinon en fait vous allez récupérer, mais finalement, vous récupérez moins bien. Vous êtes un peu dans un système de stress de ces systèmes-là. Et c'est un peu dommage, surtout quand on a la possibilité de le faire. Après, le dernier petite chose, c'est la thermorégulation. C'est vraiment lié, du coup, au système de la physiologie du sport à proprement parler. On conseille souvent en fait de prendre une douche froide après l'effort. Alors pas trop tôt après l'effort, donc vous ne rentrez pas dégoulinant dans la douche, sinon ça fait un choc thermique. Mais voilà, une douche plutôt fraîche le soir avant d'aller se coucher, ça permet vraiment de faire redescendre sa température. Ça permet de mieux dormir parce que le corps il a besoin de perdre ce demi-degré pour bien dormir et rentrer dans une phase de sommeil réparatrice. Et ça permet aussi aux muscles de se détendre librement. Et puis ça fait du bien. Comme je vous l'ai dit, la préparation physique, ça passe aussi. On a des systèmes de cryo, le cryo, le froid, etc. C'est vraiment quelque chose qui permet de récupérer. Donc, vous avez ça à la maison, ça s'appelle une douche avec un peu plus de froide que l'eau chaude. Voilà, c'est déjà apporté. C'est sûr qu'on n'a pas tous les moyens de rentrer dans une chambre de cryo et de faire ça plusieurs fois dans la saison. Mais au moins la douche, voilà, plusieurs fois y penser ou mettre juste les jambes, c'est quand on est un peu frileux ou que l'hiver c'est un peu compliqué de passer la douche là au niveau du thorax. Mais voilà, vraiment tremper un peu les jambes dans le froid, ça permet vraiment de récupérer, d'avoir une circulation veineuse qui est un peu rétablie et qui permet aussi la récupération au niveau du sommeil. Au niveau de l'alimentation, là c'est pareil, Virginia, tu as dû nous donner toutes les infos. Je vais juste revenir sur quelques points. Nous, en médecine, on a vraiment étudié ça dans le sens où 1 heure d'entraînement correspond à peu près à 300 calories de dépensées. Alors, tout dépend du style de danse, de l'intensité, etc. Mais nous, en tout cas, sur la médecine du sport, on part plutôt sur ça au niveau de la danse. En tout cas, c'est ce qui est dit dans les livres. Donc ça, c'est très important de l'avoir en conscience. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est vraiment de connaître ses besoins énergétiques. Donc c'est savoir calculer son métabolisme de base, savoir connaître ses dépenses énergétiques, de comment on s'entraîne, mais aussi à l'extérieur, parce que quand on est debout, on dépense de l'énergie. Quand on fait du vélo, au lieu de prendre la voiture, on dépense de l'énergie. Donc ça, c'est très important au niveau de l'alimentation du sportif, c'est vraiment que l'alimentation soit vraiment ciblée et que les calories, parce que c'est toujours le grand sujet des danseurs, c'est combien de calories je vais devoir avaler. C'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment personnalisé et ça permet vraiment de coller à vos besoins énergétiques pour justement éviter tous les gros régimes, les carences et toutes les choses qui peuvent toucher après à l'alimentation et aux troubles de l'alimentation. Moi, ça, je pense que Virginia, tu as dû le dire, c'est que avant un spectacle, on ne mange pas, non, on mange 4 heures avant à peu près, avant un gros effort. Quelques jours avant les gros efforts, comme ça, on fait un vrai stock d'hydrates de carbone. Donc, c'est les pâtes, le riz, les céréales, le pain, pour vraiment avoir ces stocks-là énergétiques, parce que les muscles vont vraiment utiliser la réserve glucidique pendant le spectacle. Et je voulais revenir surtout au niveau de l'alimentation sur le plan hydrique. Je sais pas du tout si tu en as parlé, Virginia. Nous, le plan hydrique, c'est quelque chose que, pareil, en médecine du sport, ils ont développé. C'est un peu l'emploi du temps de quand est-ce qu'on doit boire, surtout quand on est sportif. Alors, le matin, souvent, ça va être 1 ou 2 verres d'eau avant le petit déjeuner, donc vraiment au réveil.
Au niveau du petit déjeuner, ça va être de l'apport hydrique à proprement parler. Donc, ça peut être du lait, du jus d'orange, alors du thé, du café. Il faut savoir que le thé, enfin la théine et la caféine n'hydratent pas. Donc, si vous aimez bien justement boire quelque chose de chaud le matin, on passe plutôt sur les alternatives du café et plutôt sur les tisanes au niveau du thé. Comme ça permet une hydratation et surtout ne pas tromper le corps en fait au niveau de l'hydratation. Après, on est sur un demi-litre dans la matinée. Donc, c'est un demi-litre, c'est votre petite bouteille d'eau, hein. C'est pas grand-chose. Au déjeuner, on est sur 1 ou 2 verres, pareil, comme avant le petit déjeuner. Pas trop d'eau parce que ça fait remplir un peu l'estomac, donc après, on mange plus correctement. Mais 1 ou 2 verres, c'est souvent bien. Euh, Après, dans l'après-midi, de nouveau un demi-litre. Pendant l'effort, on parle de 200 millilitres, donc en fait, c'est un verre d'eau toutes les 20 minutes. C'est vraiment très important de savoir que l'hydratation, elle va être vraiment optimale si on fait en fait au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure de l'effort. L'hydratation tout d'un coup où on avale la bouteille en entier à la fin du cours, ça sert à rien. En fait, dans la demi-heure qui suivait, malheureusement, vous allez aux toilettes et vous urinez. Donc, finalement, l'eau, elle n'est pas bénéfique. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir. À l'effort, c'est vraiment des petites quantités toutes les 15-20 minutes. Après, sur l'hydratation post-effort, ça, on en a parlé, c'est pareil. C'est le petit verre toutes les 20 minutes pendant 1 heure et demie. Et puis après, du coup, on va passer sur l'après l'effort. Donc, ça dépend de quel effort vous avez fait, quelle durée. Pareil, vous calculez. Le dîner, c'est 2-3 verres d'eau. Ça permet en fait au corps de redescendre en température. Ça aide le corps, comme je vous disais, avec la douche, à redescendre en température. Et après, on parle d'1 ou 2 verres d'eau le soir, vraiment au moment du coucher. Ça permet en fait d'améliorer la digestion. Et souvent, on va vraiment utiliser dans ces cas-là les tisanes, les choses assez chaudes, un peu infusées. Ça permet en fait vraiment d'aider le système digestif à digérer et à mieux malaxer, mieux pas détruire justement, mieux séparer les petits nutriments, etc. pour mieux les absorber. Alors, dernier point du coup de cette petite diapo, on parle juste avant. Je vous ai noté les étirements, l'automassage, le gainage, etc. Donc ça, c'est ce que on a dit au tout début. Faut savoir qu'il y a plein de techniques d'étirement, il y a plein de techniques d'automassage. Moi, sur ce que j'utilise beaucoup et ce que je conseille beaucoup sur les techniques d'automassage, des autotechniques, c'est vraiment venir se masser. Vraiment, là, vous avez les 2 os du bras, par exemple. Vous venez vraiment vous masser là, assez en profondeur. Ça permet de récupérer en fait au niveau du bras. Vous pouvez faire pareil au niveau des jambes. Au niveau des jambes, vous avez du coup votre jambe, le mollet. Vous venez chercher derrière au niveau du mollet et vous venez masser de haut en bas comme ça assez profondément et en fait ça permet la récupération. D'autres techniques, ça peut être toutes les douleurs très musculaires où ça fait un petit nœud, c'est assez douloureux mais que sur un petit point, ça fait une petite fibre. On utilise la balle de tennis qu'on vient masser, on vient poser la balle sur le point douloureux et on fait des tout petits cercles comme ça. Et ça s'appelle vraiment, ça c'est ce qu'on appelle, nous on utilise, c'est des trigger points, hein, nous on le fait manuellement, mais ça c'est que vous pouvez le faire à la maison, même dans le dos, hein, dans le dos justement c'est génial, la balle de tennis, vous la posez contre le mur, vous posez contre le mur et hop, vous faites des tout petits ronds et ça permet vraiment d'étendre des fibres musculaires. On va pouvoir passer du coup aux quelques pathologies. Ça, c'est des petits conseils finalement que je vous ai mis. Alors, en rien, ça ne dispense d'un avis médical. Je l'écris en gros, mais s'il vous plaît, c'est pas parce que je vous ai donné quelques petits conseils que on oublie d'aller chez le médecin quand on a une contusion ou une tendinite. Au niveau des crampes, donc la crampe, c'est vraiment la contraction très rapide d'un muscle qui fait mal, assez courte en durée. On utilise souvent l'étirement, le massage léger. Souvent, c'est qu'il y a un échauffement et une hydratation qui n'est pas adapté. En nutrition, on demande à ce que les sportifs ils soient supplémentés en magnésium parce que le magnésium est un ion très important pour les muscles, pardon. Au niveau de la contracture, c'est vraiment, vous avez une douleur musculaire
qui reste. Ça fait vraiment comme la crampe, mais qui est moins douloureuse finalement parce qu'elle dure dans le temps, mais c'est vraiment une fibre à proprement parler. Souvent, c'est pas tout le muscle en entier. Dans ces cas-là, on conseille surtout le massage doux. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles. La chaleur, elle permet vraiment de détendre au niveau de la fibre musculaire. Les étirements, c'est pas avant les 48 heures après cette contracture, parce que sinon vous allez trop stresser justement le système. Au niveau de la prévention, donc c'est vraiment s'étirer régulièrement parce que la contracture, c'est vraiment quand les fibres, elles viennent toujours s'encastrer comme ça. Elles contractent, elles contractent, elles contractent, puis elles restent un peu contractées. Et vraiment, l'étirement, ça permet voilà, de délier un peu. Et surtout, c'est respecter les temps de repos parce que la contracture, comme la courbature, ça reste assez physiologique, mais ça demande une remise en question des temps de repos et de récupération surtout. Alors, la contusion, c'est vraiment le bleu, mais au niveau musculaire. Donc là, c'est comme un bleu. Vous pouvez utiliser du K-tape. C'est des straps, je pense que vous connaissez, c'est des straps particuliers. C'est ceux-là, là, les bleus, les rouges, etc. Et il existe des montages, finalement, en fait, pour améliorer les contusions. Et puis le froid, évidemment, ça permet la circulation. Au niveau des pathologies bien plus graves, on parle sur du claquage, de la déchirure. Ça, c'est vraiment l'arrêt du sport. La contention, c'est vraiment quelque chose où, au niveau des membres inférieurs, c'est bien plus fort que les bas de contention à proprement parler. Il faut que ça soit vraiment le muscle qui soit vraiment maintenu dans sa loge. On utilise le froid pour la circulation. Et surtout, on demande un avis médical pour savoir combien en fait de fibres ont été déchirées et comment elles ont été déchirées pour une reprise du sport adaptée. Sachant que, comme je vous ai noté, la reprise, c'est entre 5 et 12 semaines quand même. Donc, 12 semaines, ça fait long dans une saison de danseur. Donc ça, c'est un peu la pathologie musculaire à éviter. Au niveau des pathologies autres qui touchent du coup les tendons, les tendinites, les tendinosynovites, etc. Souvent, les kinés, enfin au départ en médecine, les kinés, les ostéos, les médecins du sport ont recommandé souvent l'arrêt du sport, le froid, le repos. On s'est rendu compte aujourd'hui, alors il y a le K-tape aussi, les straps, mais on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en fait l'arrêt du sport ne permet pas une désinflammation vraiment importante. Enfin, ça désinflamme la zone, mais finalement, dès la reprise, ça va repartir. C'est la tendinite, il faut vraiment voir comme quelque chose, une fois que vous avez une tendinite et qu'elle commence à récidiver, c'est quelque chose qui s'inscrit, que votre tendon, il n'est pas réparé. Votre tendon, il a besoin de trouver comment faire et votre muscle a besoin de savoir aussi comment faire pour faire autrement. Et ça passe vraiment par l'analyse à proprement parler de la technique. Ça passe par l'analyse du mouvement fin, ça passe par l'analyse de sa posture, de ses chaînes, comme on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de très important pour éviter les tendinites, parce que, comme je vous ai dit, la tendinite, c'est quand même 45% de récidive. Donc, une fois qu'on en a une, il y a presque une chance sur deux quand même pour en avoir une autre, et toujours au même endroit en plus. Donc, il y a un moment donné, le tendon, il pourra plus supporter. Donc, vraiment, au lieu d'arrêter complètement le sport, c'est vraiment essayer de passer sur une grosse semaine parce que vous allez avoir la tendinite. Une fois qu'elle vous fera vraiment, vraiment mal, vous serez obligé de l'arrêter, enfin, de vous arrêter. Mais justement, utiliser cette semaine d'arrêt pour essayer d'identifier quel mouvement exact, à quel moment ça vous fait mal, comment vous pouvez faire autrement, est-ce qu'il n'y a pas des manières de faire autrement, est-ce que si je renforce le muscle opposé, j'ai moins mal, etc. Et ça, vous pouvez demander justement des bilans au niveau de la kiné et de l'ostéo. On sera ravis de vous aider sur les ostéopathes du sport et les kinés du sport. Sur les entorses, ça c'est un petit truc que je vous donne, ça s'appelle le protocole grec. C'est le GREC. G, c'est pour le glaçage, donc on met du froid sur les entorses. Le R, c'est pour le repos. Le E, c'est pour l'élévation, donc on élève souvent la cheville, on va la mettre vraiment à hauteur du bassin minimum. Et le C, c'est pour la contention, donc c'est vraiment ce côté où on maintient l'articulation, car l'entorse, c'est vraiment une atteinte du ligament. Donc là, vous avez une atteinte structurelle, c'est pas juste du repos, il faut vraiment que ça cicatrise.
La prévention reste quand même du coup la proprioception, surtout au niveau des chevilles, hein, donc les ballons proprioceptifs, etc. La kiné et puis les straps si besoin à la reprise pour vraiment surtout en fait reprendre confiance en sa cheville, en son genou et au fur et à mesure en fait ceux qui vous strappent ou si vous avez appris à vous strapper vous-même, c'est finalement d'utiliser ces straps et au fur et à mesure de les desserrer un petit peu pour que vous repreniez confiance en votre articulation et au fur et à mesure, après, vous serez capable d'avoir une reprise normale. La rééducation, je voulais noter en gros, c'est obligatoire que ça soit pour une entorse légère à une entorse grave. Dans tous les cas, l'entorse grave, vous ne pourrez pas y échapper. L'entorse légère, une fois sur deux, on y échappe. Malheureusement aussi à cause des médecins. Mais voilà, je ne cracherai pas sur mes collègues. C'est juste que l'entorse légère, en fait, en médecine, elle demande beaucoup d'investissement sur quelque chose qui est finalement pas très grave. Sauf que le pas très grave en médecine normale devient souvent le très grave en médecine du sport. Donc souvent, moi, ce que je vous conseille, c'est que les médecins en entorse légère, quand vous allez faire votre écho, votre radio, ils vous donnent pas forcément un suivi kiné ostéo. Par contre, vous pouvez aller faire un bilan kiné juste après. Ça vous coûte pas très cher, justement, vous demandez une ou deux séances, il vous montre quelques exercices à faire. C'est pas très long, vous pouvez faire ça à la maison tranquillement. Les entorses légères, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment gérer soi-même et quand on connaît son corps, c'est vraiment sympa aussi de le faire nous-mêmes sans assistance du corps médical, parce qu'on prend aussi confiance en nous hein, et en nos articulations. Et après, surtout, ça va être le suivi des entorses, parce que malheureusement, les entorses, c'est comme les tendinites, c'est 55% de récidive. Donc, si on a une entorse, en fait, soit ça va être la même articulation qui est récidive, si on n'a pas fait de rééducation, soit ça va être d'autres articulations, soit de la même jambe, donc sur la même montée de la chaîne, enfin la même chaîne montante en fait du membre inférieur. Soit en fait on va compenser, donc si on a fait une entorse à gauche, on va faire une entorse à droite, puis après on va refaire une entorse à gauche. Et en fait ça va être un peu le ping-pong, sauf que au-dessus, bah le dos, les hanches, etc. Faut que ça s'adapte. Donc ça c'est assez mauvais. Donc c'est pour ça que la rééducation pour moi c'est vraiment obligatoire, même sur une entorse légère. L'entorse légère elle se fait largement à la maison. Aujourd'hui, vous avez en plus plein de magasins type Decathlon, etc., qui vendent des petits ballons en mousse, qui vendent des espèces de petites balles assez plates, un peu toutes molles. Ça permet au niveau des chevilles de se mettre dessus, voilà, de vraiment aussi conscientiser de comment ma cheville elle va, etc. Voilà pour les quelques pathologies. C'est des petits conseils. Comme je l'ai noté, ça ne dispense pas d'un avis médical. C'est important de le redire. C'est des petits conseils, ça permet de prendre soin de soi. Mais si, voilà, même au moindre doute, quand on n'est même pas sûr d'avoir une entorse ou quoi que ce soit, moi, je préfère que mes patients, ils m'appellent, ils viennent au cabinet, je leur fais les tests et des fois, ils repartent aussitôt parce qu'ils ont rien et au moins, je les ai rassurés et ils ont eu un avis du corps médical. On va parler du coup maintenant plus du coup de l'ostéopathie hein, pour en parler parce que je suis quand même ostéopathe. Donc l'ostéopathie c'est quand? L'ostéopathie c'est quoi? L'ostéopathie donc en fait l'ostéopathie ça a plusieurs champs d'action. Ça va toucher, ça va permettre des manipulations, ça peut faire craquer, ça touche les muscles, les tendons, les ligaments, le système neurologique. Ça a des techniques sur le viscéral, ça a des techniques sur la face, sur tous les problèmes de mastication. Ça a des techniques au niveau psycho-émotionnel, de respiration, de stress. Donc on est vraiment en fait une thérapie manuelle avec plein d'outils qui peut correspondre à vraiment tous les patients, que vous aimiez qu'on vous fasse craquer le dos ou pas, on a des solutions en fait, et on peut vraiment prendre en charge beaucoup de motifs de consultation. Sur vraiment les gros conseils de l'ostéopathie par rapport aux danseurs, c'est surtout choisir un praticien qui connaît la danse et qui le connaît vraiment, qui sait de quoi vous êtes, à quoi vous êtes sujet en fait, comme contrainte, comme rythme, etc. Parce que un ostéopathe qui vous prend en consultation et qui vous dit bah maintenant c'est 3 jours de repos, ça on sait pas, on le sait, c'est pas possible en danse. Donc ça sert à rien d'avoir un dialogue de sourds. Essayez d'appeler et surtout appeler vos ostéopathes, appeler vos kinés pour trouver vraiment le bon créneau qui correspond à vos objectifs sportifs, qui va vraiment
pardon, correspondre à votre rythme aussi de vie, hein, qui est justement, il y a besoin de repos, mais justement essayer de choisir un jour avec lui quand vous avez un entraînement un peu plus léger, quand vous avez peut-être une demi-journée de repos, etc. C'est vraiment très important pour moi d'appeler vos thérapeutes pour avoir un premier dialogue avec eux et qu'ils puissent vraiment vous conseiller, même au niveau de la prise de rendez-vous, et pour que ça soit vraiment optimal aussi au niveau de vos rendez-vous. La troisième petit point, c'est quand même de consulter fréquemment, hein. Parce que, comme je vous disais, avant d'être ici au niveau de la douleur, avant on est là, il y a plein de signes. Et dès là, on a le droit et on doit aller consulter. Parce que quand on est là-haut, malheureusement, quand on est là-haut, c'est plus long, c'est plus compliqué. L'ostéopathe, des fois, il peut être démuni. Vous avez des fois des douleurs qui sont trop importantes pour être manipulées. Donc, en fait, il faut pas attendre. Dès que vous sentez qu'il y a une petite chose, voilà, qui commence à se dérégler, il y a des adaptations, vous sentez il y a des tensions qui sont pas habituelles, on va consulter et on va consulter fréquemment. Alors, malheureusement, je le sais, j'ai fait du coup toute une étude dessus. Les contraintes, du coup, on a parlé du temps, mais aussi on a parlé, pas assez parlé des contraintes financières. Et ça, je me suis bien rendu compte avec mes travaux de recherche. Le côté financier est très très limitant, surtout sur l'ostéopathie. On n'est pas remboursé, ça c'est évident. Et après, heureusement, il y a de plus en plus de mutuelles qui nous prennent en charge, donc ça commence à changer. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez la possibilité de choisir vos mutuelles, choisissez une mutuelle qui a de la médecine douce. On est dans la catégorie médecine douce, hein, qui prend vraiment beaucoup de séances en charge. Comme ça, vous n'aurez pas ce poids-là financier à penser. Et après, moi, typiquement, je fais vraiment des partenariats. J'ai essayé vraiment d'avoir des collaborations justement avec les sportifs et les danseurs avec qui je travaille. Je leur propose vraiment un tarif spécialisé parce que je sais qu'ils ont besoin de venir fréquemment, mais je sais aussi combien ça coûte. Donc, c'est à voir aussi, essayer de trouver par chez vous, etc. Si vous n'avez pas des thérapeutes qui fonctionnent comme ça, qui ont des espèces de tarifs partenaires, étudiants, danseurs, sportifs, voilà. Des fois, souvent, ils vont avoir des consultations de suivi un peu moins chères, des choses comme ça, et ça permet aussi de consulter plus fréquemment. Il faut savoir que du coup, toutes les pertes de mobilité, hein, comme on a dit, les articulations, les muscles, etc., ça altère vraiment et ça crée un déséquilibre au niveau de l'état de santé. Et en fait, chez les sportifs, ça se manifeste vraiment par différents symptômes, que ça soit de la contracture à la simple douleur et de façon plus chronique, du coup, la douleur chronique qui altère vraiment les performances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que le ligament, même le petit ligament, quand il est déséquilibré, en fait, le corps s'adapte constamment. Et si le corps, il s'adapte, en fait, il faut vraiment voir l'adaptation comme le premier niveau. Après, le deuxième niveau, on compense. Quand on compense, on est déjà dans la douleur. Et après, au-dessus de la compensation, on décompense. Et là, quand on décompense, c'est vraiment un peu la catastrophe. Tout s'écroule. Sauf qu'en fait, sur tout le niveau d'adaptation, le quota d'adaptation que vous avez, c'est propre à chacun, tout ce quota-là, et vous pouvez consulter avant justement que les douleurs arrivent. Et ça, c'est hyper important. Quelques petits motifs de consultation que moi j'ai fréquemment du coup en médecine et en ostéopathie du sport, ça va être le check-up, la récupération, les rééquilibrages, tout ce qui est après chute, entorse, fracture, tendinite, les troubles neuraux du type sciatique, douleurs musculaires, maux de tête, vertiges. J'ai même eu des acouphènes. C'est vrai, l'essoufflement, le stress, le manque de concentration, c'est vraiment voilà, ces principaux motifs en fait de consultation. Donc ça englobe vraiment beaucoup de choses chez les sportifs. Donc voilà, n'hésitez pas surtout du coup à consulter et comme je vous ai dit, vraiment à appeler vos thérapeutes. Ils sauront vous conseiller très 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 vite et très très bien tout de suite. En fait, vous aurez des bons conseils vraiment instantanés. Donc ça, faut pas lésimer. Pour finir, je voulais juste revenir sur moi, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement choquée au niveau de mes études, de mes études sur la danse, excusez-moi. C'est en fait que
l'examen médical qui est obligatoire normalement pour s'inscrire dans les écoles de danse, il est quand même très réglementé. Je voulais juste revenir avec vous. Je sais que les médecins généralistes ils n'ont plus le temps aujourd'hui, les médecins du sport non plus, on est débordés. Malheureusement, les ostéopathes et les kinés, on ne peut pas vous faire vos certificats de non-contre-indication à la pratique sportive. Je voulais juste vraiment que vous ayez en tête que le certificat de non-contre-indication, pardon, à la pratique sportive, ça englobait vraiment beaucoup de choses et beaucoup de facteurs. Forcément, il y a l'état civil, votre nom, votre âge, la latéralité, le niveau de sport que vous faites, votre niveau scolaire si vous êtes encore scolarisé, vos antécédents sportifs, donc ce que ce soit les blessures, mais aussi la pratique, dans quelle mesure vous pratiquez, dans quel environnement vous pratiquez, quels sont les objectifs de pratique, et surtout votre motivation, votre désir d'être sportif. Ça, c'est vraiment le gros point qui est important de faire avec son médecin pour qu'il connaisse aussi en fait à quoi vous aspirez, parce qu'on fait pas les mêmes certificats pour quelqu'un qui va danser 3 heures par semaine comme quelqu'un qui en danse 8 heures par jour. Et ça, c'est important de le savoir parce que au niveau physiologique, on demande beaucoup plus, hein, et ça, c'est normal, et vous le savez. D'autres choses, il y a aussi les antécédents familiaux. Dans les antécédents familiaux, on va parler d'hypertension, d'AVC, de mort subite avant 45 ans, les maladies du cœur, le diabète, toutes les maladies musculaires et génétiques. Ça, c'est important que votre médecin il le sache pour anticiper, parce qu'il y a des maladies génétiques qui se déclarent trop tard et du coup, on s'en rend compte encore plus tard et du coup, c'est un peu la galère. D'autres choses, il y a du coup vos antécédents à proprement parler médicaux. Les antécédents médicaux, c'est vos facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, si vous fumez, si vous avez l'hypertension, si vous avez du diabète, si vous avez du cholestérol, si vous avez été en surpoids, bon, les danseurs pas trop, mais si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez de l'asthme, si vous faites de l'épilepsie, enfin, c'est vraiment voilà, large spectre de ce que vous avez eu comme antécédents médicaux. Et ça, c'est important qu'ils le sachent. Et après, sur d'autres choses qui doit faire lui avant de vous délivrer ce certificat, il faut qu'il vous prenne votre tension, qu'il vous pèse, qu'il vous mesure, qu'il vous fasse un bilan morphologique, qu'il évalue votre croissance si vous êtes encore en croissance, qu'il évalue votre développement locomoteur, qu'il vous écoute, qu'il vous fasse un examen clinique cardiaque et pulmonaire, donc il vous écoute le cœur et les poumons. Il faut qu'il évalue l'appareil locomoteur en statique, donc il vous fasse les grands mouvements, la raideur, les chaînes musculaires. S'il y a des points douloureux apophysaires, c'est juste en dessous du genou. Si vous avez des douleurs à ces endroits-là, au niveau des talons, surtout quand on est en croissance, car des maladies de croissance qui se développent sur ces points-là. Et qui vous fasse un gros check un peu général, car comme je vous dis, il n'a pas le temps, mais c'est pas sa spécialité. Surtout ce qui est respiratoire, digestif, neurologique. Ça, c'est des questions qu'ils doivent vous poser. Et il faut savoir que depuis 2016, pour les sportifs dits de haut niveau ou à objectif de haut niveau, un examen cardiovasculaire est obligatoire pour donner un certificat médical. Alors, ça, c'est dans les textes, c'est beau. J'ai pas vu encore beaucoup de certificats, malheureusement, de contre-indication avec un ECG à l'appui, mais maintenant vous le savez, vous êtes conscient, vous êtes informé, vous avez le droit de demander à votre médecin un ECG et un examen clinique physique complet pour qu'il vous donne un certificat et que ce certificat, surtout, vous soyez rassuré que ce soit un vrai certificat, que vous soyez vraiment en bonne santé, que justement, il n'y ait pas des pépins qui arrivent dans les mois qu'après, alors que votre médecin, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. C'est un peu bête. Si vous y allez, de toute façon, on doit y aller chaque année, c'est comme ça. N'hésitez pas à demander. Après, c'est une discussion avec votre médecin, c'est une discussion avec vos médecins du sport, etc., toutes vos équipes, si vous avez des équipes qui vous entourent. Mais il faut le savoir, c'est quelque chose que vous avez le droit de demander et faut pas avoir peur de demander. Voilà. Pour moi, j'ai fini, Virginia. Si tu veux présenter du coup ton offre. Merci, Domitil. On va plus avoir beaucoup de temps parce que oui, c'est déjà 9h30. J'arrête le partage. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et toutes ces informations qui étaient franchement très, très complètes. Très, très bien. Merci. On voit que tu as bien le sujet. Je te coupe si tu veux mettre l'avant-dernière
Si tu veux juste mettre l'avant-dernière diapo, il y a toutes mes coordonnées. Oui, Comme ça, si quelqu'un veut me contacter par bien mail ou sûr. téléphone, voilà, Hop j'ai tout là, mis, donc je la remets, vous voilà. la voyez, c'est bon. Oui, c'est Voilà, bon, oui, parce voilà. qu'il y Je a te toutes tes laisse la parole. coordonnées. Il y a toutes tes coordonnées. Merci, merci Oui, c'est ça. beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une question de Imode c'est pour les tendinites. Elle voulait savoir si l'argile verte peut aider en cas de tendinite. Alors, l'argile verte, oui, c'est quelque chose qui est beaucoup conseillé. Alors après, il y a différentes argiles. Il faut savoir que l'argile, il faut elle soit appliquée de façon intelligente. Suivant les tendinites que vous avez, suivant le métabolisme que vous avez, ça dépend aussi de vos réactions cutanées. Il faut pas obliger que mettre un cataplasme comme ça sur la peau, sur des personnes qui ont par exemple de l'eczéma, des choses comme ça, c'est pas une superbe idée. Mais l'argile, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider au début de la tendinite. Moi, je le conseille souvent de l'appliquer. Alors avant, on me demandait de l'appliquer pendant toute la nuit. Je trouve que ça n'a pas hyper utilité, surtout que la plupart du temps, votre cellophane, il va tomber, ça va mettre partout dans le lit, ça va être horrible le matin. Mais ce que je conseille, c'est plutôt le soir, justement, quand on rentre, ou à l'inverse le matin, si on a plus le temps le matin, c'est de l'appliquer pendant 2-3 heures, bien humide. Vous appliquez toute la zone, vous faites une bonne couche, hein, ça sert à rien de les y mettre dessus. Vous faites une bonne couche et vous laissez comme ça vraiment poser pendant 2-3 heures, ça suffit largement pour les vertus de l'argile. Pas besoin du coup de la garder 107 ans. Merci Domitil. Je pense qu'on a répondu à la question Oui. d'Imode. Ben, je ne vois pas d'autres questions. Merci encore parce que c'était très, Parfait. très complet. Donc, n'oubliez pas, vous avez les offres sur les accompagnements que je propose qui sont valables jusqu'au 10 août. Ben là, vous voyez le code de promotion Somdol 30. Vous le voyez aussi dans le chat puisque je l'ai joint. Et n'hésitez pas à l'utiliser si les accompagnements vous intéressent, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, vous me contactez par message privé. Et je pense que ce sera tout pour ce soir. Domitil, je te remercie Oui. énormément pour cette intervention qui était très, très intéressante et très complète. Vraiment. Merci, Mais merci je t'en prie, merci de m'avoir en tout cas invité et puis j'espère qu'on pourra bientôt travailler ensemble, comme Oui, oui, on de s'est toute dit au façon, téléphone. voilà, on garde contact et on se revoit bientôt. Et je remercie tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Vous avez été nombreux et Oui, je suis vraiment désolée, je parle non, beaucoup. c'était très bien, J'avais mais parce que perdu. c'était intéressant, c'est pour ça qu'ils sont restés, hein. Donc vraiment merci. Oui, d'ailleurs, voilà, j'ai des remerciements pour toutes les informations très intéressantes. Laure aussi, très, très, très Super. intéressant. Bravo. Donc non, Merci. c'était vraiment très, très intéressant. Merci Domitis, c'était très complet. Ça résumait bien tout ce qu'on a vu. Et moi, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci à tous. Merci Domitil. À Merci. bientôt. Au revoir. Salut.